9. Sénatrice Audette. Merci, Monsieur le Président. Honorables sénateurs et sénatrices, je propose que le projet de loi soit lu pour la deuxième fois. L'honorable sénatrice Audette propose, appuyée par l'honorable sénatrice Magie, que ce projet de loi soit lu une deuxième fois. En débat, sénatrice Audette. Sénatrice Kameden, merci beaucoup. Nipohogadot inotode otasiwa, le peuple Anishinaabe. Honorables collègues, sénateurs et sénatrices, j'interviens pour la première fois dans mes 12 mois de sénatrice pour vous parler cette fois-ci du projet de loi C-29. La loi prévoyant la constitution d'un Conseil national de réconciliation. C'est une semaine lourde pour les femmes autochtones. C'est une semaine remplie d'émotions, mais d'histoire aussi. Alors voici pourquoi je trouve important que ce projet de loi-là puisse avoir l'appui de mes collègues ici, dans cette belle chambre. C'est une étape importante pour beaucoup d'entre nous, à travers le Canada, bien sûr, non seulement pour faire avancer la réconciliation, mais surtout pour renforcer le tissu social ici au Canada. C'est aussi l'aboutissement de nombreuses années de mobilisation de toutes sortes de gens, de groupes, d'experts, de penseurs, de philosophes, de survivants et survivantes, nos gardiens des savoirs et bien sûr des communautés. Ça fait longtemps qu'on réclame une plus grande responsabilité. C'est pas nouveau. Et on demande aussi une plus grande responsabilité de tous et chacun, ce qui m'inclut moi aussi. J'ai ce rôle-là et j'ai cette responsabilité. Alors, à mes yeux et à mon cœur, ce projet de loi-là est plus que nécessaire. C'est aussi un pas vers la guérison et la réparation. Il nous amène à être en action. Ça, c'est important. Plus que juste des mots. C'est en action aussi, surtout pour honorer tous ceux et celles qui sont venus parler, partager leur vérité pendant les audiences de la Commission de vérité et réconciliation. C'est aussi les familles qui sont là ou qui ne sont plus là. Et entre autres, les petits êtres lumière qui sont partis trop tôt. If Bill C-29 is adopted, si le projet de loi C-29 est adopté, le Conseil national pour la réconciliation surveillera les projets ou les progrès à long terme. Cette évaluation est très importante pour la mise en œuvre des appels à l'action, les 94 appels à l'action pour être exact. Ce sera l'occasion de répondre à l'appel à l'action 53, visant à créer un Conseil national pour la réconciliation. D'autre part, ce qui est également très important, c'est que ça permettra de répondre aux autres appels, les appels 54, 55 et 56, qui traitent du financement, des responsabilités et des accords de transparence entre le gouvernement et le Conseil. Qui sont difficiles, mais il est important pour nous de continuer à les faire connaître. Nous avons ce devoir de les faire connaître. Vous le savez, chers collègues, les premiers peuples, avant l'arrivée des premiers contacts, ont formé des sociétés souveraines, avec nos propres systèmes de gouvernance. On vivait selon des règles de réciprocité, d'interdépendance et aussi de respect avec le territoire et ce que le territoire nous offrait. Déjà, à cette époque, ça représentait aussi la diversité au sein des premiers peuples. Et je le dis et je le répète, nos ancêtres ont accueilli ce qu'on appelle les grands explorateurs. On les a accueillis, on leur a partagé notre savoir, nos sciences, notre médecine, notre façon de vivre avec le territoire, mais aussi de survivre. Mais voilà que les choses changent. Quand l'appât du gain va prendre le dessus sur nos relations qui existaient entre nos nations. On est parti de l'alliance économique, militaire, à un statut de problème d'Indien. On l'apprend plus tard quand on devient autodidacte sur notre histoire. Mais ce que je sais aussi, c'est qu'on est parti des peuples accueillants, chaleureux, forts, à des païens,
des sauvages, des êtres inférieurs, des fainéants, des paresseux. La liste est longue. Like for so many people, Comme beaucoup trop de gens, nous sommes des produits des pensionnats autochtones. Je suis moi-même une fille d'un survivant des pensionnats. Certains de mes collègues qui sont ici présents au Sénat sont également des survivants des pensionnats. C'est l'histoire de ma mère, de mes tantes, de mes oncles et de ma belle-mère. Mais c'est également votre histoire, chers collègues des collectivités autochtones. Mais c'est peut-être notre histoire collective également. mon beau Maliotenam, la belle Côte-Nord, proche de cette île, j'ai normalisé les effets de la violence coloniale. Longtemps, j'ai pensé que c'était ça notre vie, que c'est les effets des politiques destructives, ben c'était ça, au quotidien, qui éveillait ou qui ébranlait mes 5 sens. Mais savez-vous pourquoi je pensais que c'était comme ça? Parce que je ne le savais pas. Je ne savais même pas d'où venait cette violence, cette façon d'être ou ce mal-être. Je ne le savais pas. Mais pourtant, en vieillissant, on finit par comprendre que nous avons tous ce même petit fil qui nous relie. Mais l'effet domino s'enclenche et on réalise qu'on nous arrache l'identité. Notre langue, mon Innu-et-Mun, notre relation avec le territoire et surtout notre dignité. Un Atikamekw a écrit un livre, et c'est aussi un ancien pensionnaire. Et je veux citer son introduction de son livre qu'on appelle « Je reviens ». Mon histoire est votre histoire. Nous n'avons pas à avoir honte. Nos enfants et nos petits-enfants ont le droit de savoir. Enlevés de notre milieu familial, déracinés de notre culture et de nos traditions, nous avons cru que nous avions tout perdu nos origines, si bien que nous avons cru que ces pertes étaient profondément ancrées dans nos cœurs. Les non-autochtones n'ont pas su véritablement l'histoire des pensionnats. Ceux qui l'ont cru n'ont jamais osé en parler. Puis, un jour, il y a eu des anciens qui ont eu assez de courage et de bravoure pour faire les dévoilements, les dénonciations pour que tout le monde sache. Je salue ceux qui ont voulu parler et pour cela, je vous remercie infiniment. La vérité sera notre guérison. Fin de la citation. Alors, vous comprendrez que pour moi aussi, la vérité, c'est une guérison. Et comprendre le passé de mon peuple ou les peuples au Canada, les peuples autochtones, c'est aussi une guérison. Mais comment je peux changer mon sentiment de rage, de honte ou de normaliser que nous étions des sauvages, des êtres inférieurs, des fainéants ou des paresseuses? Eh bien, à un moment donné, la façon pour moi d'arrêter ça a été de frayer mon portage douloureux vers la dévictimisation à la reconstruction. Comprendre, me réapproprier mon histoire, l'histoire des peuples autochtones, mais surtout comprendre les causes systémiques. Et pour le comprendre, ce n'est pas à l'école qu'on me l'a enseigné, mais par l'écoute, par la lecture, par des commissions d'enquête. Et j'apprends qu'en 1844, selon un rapport de la commission Bagot, que si on sépare les enfants des parents, on va réussir l'assimilation. Plus tard, en 1857, et ça c'est quand je suis la femme autochtone du Québec, l'acte pour encourager la civilisation graduelle des tribus sauvages. On parle de nous, qui a un savoir millénaire, et on veut nous assimiler graduellement comme si on n'était pas capable. Ça fait mal, ça. Alors, ça vient lourd à porter. Et plus tard, toujours dans cette façon d'apprendre, en 1867, le gouvernement fédéral assume le plein contrôle des Premières Nations et une autorité qui va s'étendre aussi sur l'éducation des Indiens. Alors, ça va devenir officiel en 1883, où le premier ministre de l'époque, M. John A. Macdonald, va mettre des pensionnats indiens pour régler cette question d'Indiens et tuer
l'Indien dans le cœur de l'enfant. Ouf! Plus de 150 000, vous l'avez vu, vous l'avez entendu, de nos ancêtres sont allés de force dans ces pensionnats, dans des lieux maudits, certains vont dire, où des sévices ont été mises sur leur âme, leur corps, leur façon d'être, et aussi, on était punis si on parlait nos langues vernaculaires, nos si belles langues. Alors aujourd'hui, à 51 ans, et bien d'autres personnes, on doit réapprendre notre langue. Même si en 1922, le docteur Peter Anderson Bryce va publier The Story of a National Crime, où là, on va exposer la négligence envers les enfants, les élèves. Si j'avais su ça dans mon processus plus jeune, j'aurais aimé ça. Si j'avais compris aussi pourquoi beaucoup de ces petits êtres lumière ne reviennent pas en territoire, parce qu'ils ont été des cobayes pour de la recherche, sont morts de faim, les sévices sexuels, psychologiques ou physiques vont les faire partir trop tôt. Et en même temps, ma grand-mère, ma petite Nokoum, va m'expliquer aussi le souvenir qu'elle a, comme bien d'autres femmes et hommes de cette époque, comment ça a fait des silences dans nos communautés. Ça laissait tomber les aînés, les parents dans une noirceur de l'abysse, puis ça brisait le lien parental. Ça brisait aussi nos valeurs, en effectuant les valeurs familiales. Ça va briser et anéantir notre relation qu'on a, notre réciprocité, notre interdépendance qu'on a comme mère avec notre enfant et comme communauté envers les enfants. Mais c'est aussi entre parents. Alors, ça vient briser plein de choses. Là, je commence à comprendre. Et on va voir aussi, il y a quelques lunes de ça l'année passée, ça va frapper l'imaginaire de tout le monde quand on apprend la triste nouvelle des petits êtres lumière qui sont dans des tombes non marquées. Alors, on réagit. Mais beaucoup d'entre nous, c'était quelque chose qu'on avait déjà exprimé, qu'on avait déjà expliqué. Une chance que les communautés ont fait un travail incroyable. Oui, souffrant, mais important de mentionner la localisation et la commémoration de ces petits êtres lumière qui ont quitté pendant la période des pensionnats. Aussi dévastatrices et difficiles qu'elles sont, ces réalités, elles font partie de l'histoire du Canada. On ne peut pas défaire le passé, mais on a le devoir d'utiliser ces vérités pour réparer et faire mieux ici et maintenant, et surtout pour demain. Je sais, je n'ai pas à vous convaincre de ce pan noir de l'histoire ici au Canada. Vous avez fait des choses, mais rappelons-nous aussi que pourquoi c'est important que je vous le dise. Parce que nous sommes plusieurs à être ici, l'autre chambre, dans d'autres endroits, dans d'autres espaces à travers le Canada et même à travers la planète qui viennent de ces territoires ici, qui se lèvent aujourd'hui, qui sont debout et qui sont les pédagogues pour nous rappeler cette histoire importante. Mais je porte aussi à tous les jours, comme beaucoup d'entre nous, les personnes courageuses qui sont encore vivantes, elles sont fortes, elles sont résilientes, elles ont souffert, elles continuent de souffrir. Mais ce qu'elles font, elles nous transmettent leur langue. Elles nous transmettent leur savoir, leur cérémonie, leur spiritualité, leur connaissance. Je leur dis merci. Les chemins de guérison, là, il n'y en a pas juste un. Ils sont multiples. Et il faut respecter ces différences-là et avancer au rythme de la personne. Pas juste une solution va régler tout, mais plusieurs, et ensemble, vont en faire plus, c'est sûr. Chers collègues, j'aimerais vous partager comment ce projet de loi est arrivé en juin dernier à l'autre chambre. Il y a un beau portage quand même. Moi, je le trouve important. En 2019, un conseil intérimaire composé de 6 personnes, issues des premiers peuples, alors Métis, Inuit, et Premières Nations. À travers ce groupe de personnes, il y a aussi un ancien commissaire, Wilton Littlechild.
On leur donne comme mandat, réfléchissez, proposez des recommandations pour ce Conseil national de réconciliation. Comment on devrait l'appeler? Ça serait quoi sa vision, sa mission, son mandat, sa structure, son financement et un cadre législatif qui pourrait servir de base dans les réflexions. Et en plus, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont voyagé de façon virtuelle peut-être à travers plusieurs pays depuis 1973 jusqu'à récemment pour répertorier une trentaine de commissions de vérité réconciliation. Ils sont allés voir ailleurs qu'est-ce qui s'est fait. Ils sont allés voir ailleurs qu'est-ce qui existe une fois qu'on termine un exercice comme celui-ci, quel type d'entité qui fait ce travail de reddition de comptes. Alors, j'attire votre attention sur le fait que plusieurs entités ont été créées pour donner suite aux recommandations de ces commissions. Alors, elles ont servi de modèle aux personnes qui ont travaillé et lorsqu'ils ont déposé un rapport, ils ont même ajouté une recommandation. Nous avons eu un mandat avec un début et une fin. Sachant qu'on ne veut pas perdre le momentum, nous proposons d'avoir un comité de transition pour être sûr que ça reste dans le calendrier, que ça reste dans l'agenda politique, pour plus que ça fasse, dans mes mots, je dirais, pouf, on n'entend plus parler. Alors, en décembre dernier, ce comité de transition va, lui, après ça, voir le jour et examiner le projet de loi ou le cadre législatif, là, le modèle. Ils vont aller voir des gens dans le milieu académique, nos experts et expertes autochtones qui sont dans les universités, qui sont des avocats, qui sont des penseurs, qui sont des visionnaires, hommes, femmes, dans différentes régions, pour être sûr, il y avait même des artistes, pour être sûr qu'on fait la bonne chose de la bonne manière. Alors, le comité de transition va proposer des lignes et des recommandations, mais va mettre un stress. Il faut que le projet de loi voie le jour. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens de leur vivant aimeraient voir à quoi pourrait ressembler et comment va vivre ce Conseil de la réconciliation. Alors, je dis merci à toutes ceux et celles qui ont participé depuis les tout débuts parce que vous avez exercé un leadership important, soit le Conseil provisoire et le comité de transition. Vous avez été importants et dans ce processus-là, je vous dis merci. Alors, ça arrive dans l'autre chambre, le 22 juin dernier. Le projet de loi C-29 est déposé. Ensuite, pendant l'automne, il va passer sa deuxième lecture. Et c'est là qu'il est renvoyé au Comité permanent des affaires autochtones du Nord de la Chambre des communes le 6 octobre. 32 témoins, des individus, des organisations, des chefs, des hommes, des femmes, vont venir formuler des recommandations qui vont proposer au comité. Comment on pourrait l'améliorer, ce projet de loi-là? Alors, un bon nombre de changements on peut les voir aujourd'hui dans le contenu de cette version de projet de loi. Alors, chers sénateurs et sénatrices, le projet de loi propose une structure formelle, un élément essentiel pour réaliser les progrès durables et surtout ancrés dans une culture organisationnelle, qu'elle soit politique, gouvernementale ou à travers ce grand pays, les progrès qu'on doit faire au quotidien et à long terme. Imaginez si on avait fait ça lorsqu'on a vécu l'expérience et l'implication de la Commission royale d'enquête sur les peuples autochtones en 1996. Imaginez. J'étais là, moi, j'étais témoin avec mon premier fils. On pourrait entendre aujourd'hui la mise à jour de l'an 1. 5 ans après, 10 ans après, 20 ans après, 30 ans après. De là, toute l'importance de mettre sur pied des mécanismes nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces appels. Pour moi, c'est fondamental. Pour améliorer, oui, le mieux-être des premiers peuples, mais aussi rebâtir nos relations. On ne se connaît pas assez. Il y a des fossés qui existent. Ils sont là. Et on doit
rebâtir ces relations. Elles sont importantes. Mais aussi une reddition de comptes, pas juste entre nous, mais il y a beaucoup de Canadiens et Canadiennes, de Québécois et Québécoises qui sont plus informés, mieux informés et conscientisés à nos défis, aux défis des premiers peuples. Ils méritent ça aussi. Et dans ce projet de loi-là, j'aimerais vous présenter les objectifs et les principes. Bon, on parle de créer ce conseil, mais c'est aussi dans un espace d'organismes indépendants, apolitiques, permanent et dirigé par des Autochtones. Ce projet de loi aussi va servir de cadre juridique pour le Conseil de réconciliation. C'est de définir aussi les fonctions du Conseil, les suivis sur la réconciliation, rendre des comptes annuellement au Parlement et aux Canadiens et Canadiennes. C'est d'énoncer des obligations du gouvernement fédéral pour aider le Conseil à réaliser sa mission. C'est aussi de faire en sorte la marche à suivre pour la constitution d'un Conseil, exemple les premiers administrateurs et administratrices, les statuts constitutifs, le rôle et les fonctions du Conseil, les obligations du Conseil d'administration, et ça, c'est important, surtout d'où je viens, moi, de s'assurer que dans ce Conseil d'administration, il y a des Inuks, il y a des Premières Nations, il y a des Métis, qu'il y a des aînés, qu'il y a des survivants et survivantes, des gens qui ont vécu ces effets-là, des politiques discriminatoires et de leurs descendants, des organisations autochtones, jeunes et moins jeunes, femmes, hommes, personnes de diverses identités des genres, et les régions au Canada, y compris les régions urbaines, rurales et éloignées. Et celles-ci, il y a des nations au Québec où les missionnaires parlaient français. Nous a imposé le français, où on va accueillir le français. Mais aujourd'hui, on parle français, comme plusieurs nations dans le coin du Québec. De s'assurer aussi que ceux et celles qui parlent le français comme première ou deuxième langue aient leur petite place dans cette grande famille. Alors, chers collègues, les 94 appels à l'action de la Commission de vérité, c'est un chemin à suivre, c'est une voie à suivre, c'est une feuille de route pour tout le monde, pour tous les paliers de gouvernement, la société civile aussi, les établissements d'enseignement, de la santé, du secteur privé. Et comme le dit si bien Édith Cloutier, qui est membre et qui a présenté devant le comité INAM dans l'autre chambre, la réconciliation exige des efforts collectifs et soutenus dans le temps, mais aussi la volonté de s'aventurer dans des sentiers inexplorés pour travailler ensemble. Il faut faire preuve d'innovation pour faire progresser la réconciliation. Cela repose sur la confiance et la complémentarité des personnes qui souhaitent participer à cette grande réconciliation. En parenthèse, cette femme représente plusieurs réalités. Elle est Anishinaabe et les femmes urbaines et francophones. Alors, la diversité est représentée ici, nous dit-elle, pendant le comité. Puisque nous sommes autant d'hommes que de femmes, nous devons avoir confiance que nous aurons la capacité, la possibilité, la volonté et l'innovation nécessaires pour choisir un conseil d'administration représentatif des peuples autochtones du Canada. J'ai trouvé ça beau. Je devais vous le partager. Alors, cette initiative est importante et elle demande l'engagement de tout le monde. Et c'est sûr, on a le droit de dire non. On a le droit de se proposer ou juste être témoin et on regarde les choses passer. Et cette relation que j'ai comme marraine ou la personne qui marraine ce projet de loi-là, bien, il y a des raisons derrière tout ça. Parce que ça m'amène, moi aussi, à m'engager vers mon passé, notre passé. Ça m'amène aussi à m'engager pour le présent et le maintenant, mais surtout de co-construire des choses ensemble. Ça, moi, c'est ce qui me fait triper. Il faut co-construire des choses ensemble. On est des milliers de personnes à participer au processus de décolonisation. Et là, je vais vous dire un petit secret, j'invente beaucoup de mots en français.
Pour moi, en tant qu'Innu, et je déborde de créativité, je m'amène souvent à dire il faut inouiser. Les enfants sont aussi Wendat, peut-être qu'eux autres diraient il faut Wendatiser maman, au lieu de dire décoloniser. Il faut faire en sorte que ça, pour moi, ça m'amène à inouiser un espace et de comprendre la véritable histoire au Canada et celle des peuples autochtones. Il y a des belles choses aussi qui méritent d'être connues. À chaque jour, Facebook, Twitter, je n'ai pas de TikTok, là, mais je sais que ça existe autour de moi. On voit dans les réseaux sociaux, on voit dans nos relations amicales et professionnelles la beauté des nations à travers le Canada, la célébration des langues autochtones. On le voit, on voit beaucoup de jeunes là, qui vont nous rappeler que nous sommes beaux, belles, fiers, debout et qu'on doit honorer ça. Je le sens, le vent de changement. Il était peut-être là avant, mais je le sens plus. Je sais qu'il est là. Merci au sacrifice de mes parents, de nos ancêtres et de leur force. Merci beaucoup. Mais merci aussi, grâce à vous, chers collègues. Avant que j'arrive ici, je vous écoutais, je regardais, je lisais. Et j'ai vu qu'il y avait des gens ici qui avaient le cœur ouvert, les yeux et les oreilles ouverts, à accueillir nos vérités. Donc, c'était moins stressant de venir ici. J'ai entendu aussi souvent, dans cette même chambre, qu'on a une responsabilité collective. Les institutions ont pareillement une responsabilité. Il est important de surveiller continuellement chaque appel à l'action afin de constater les changements significatifs et structurels qui sont nécessaires pour améliorer la vie de nos concitoyens. Ou, je dirais mieux, la vie des peuples autochtones. La CVR a mis l'accent sur l'éducation comme fondement de sensibilisation à ce qui doit se produire pour une véritable réconciliation. L'éducation vient jouer un premier rôle de plan pour enrayer l'ignorance, les biais inconscients de ce qui se passe entre nous sur les Premières Nations, les Métis et les Inuits. Il y a de plus en plus de maisons de l'enseignement qui vont intégrer les curriculums, qui tiennent compte de l'histoire ou des histoires, des réalités et des enjeux contemporains des premiers peuples. Et ce que ça fait, ça a un effet direct parce que les professeurs, les infirmiers, infirmières ou les professionnels dans les divers domaines, ils sont mieux outillés, sont mieux formés et informés. Ça veut dire que les sénateurs autochtones, quand on arrive ici, on est moins sollicités à « peux-tu nous aider ?» Non, la prochaine génération va avoir beaucoup d'informations. Puis ça, je dis merci à toutes ces maisons qui font ce travail-là de l'enseignement. On va voir de plus en plus les maisons d'édition faire des pas importants, de nous faire cet espace-là, mais on pourrait aussi encourager que certaines pourraient emboîter le pas en intégrant l'histoire des premiers peuples par et pour les premiers peuples dans les livres éducatifs. Que ça repose pas seulement sur la volonté d'un professeur ou d'une faculté, mais que ça soit dans la culture organisationnelle. On le sait que les municipalités aussi, de concert avec les communautés, pourraient faire, si ce n'est pas déjà le cas, de belles choses ou d'avoir un espace où on se dit les vraies choses pour cohabiter ensemble et faire des choses ensemble. Imaginez les survivants et survivantes à chaque année qui vont écouter le gouvernement, entendre ce qui se passe de leur bouche, là, du gouvernement, ce qui ne se fait pas, ce qui fonctionne, ce qui est plus difficile. Quand on sait pourquoi ça n'a pas avancé, puis qu'on nous dit la vérité pourquoi ça n'a pas avancé, on est capable de comprendre. Mais quand on nous dit pas pantoute ou qu'on nous dit tout croche, c'est sûr qu'on va se lever. Alors ici, je ressens que ça va nous permettre d'organiser ça. Pour tous ceux et celles qui veulent, comme moi, comprendre. Tu sais, j'ai besoin, pas parce que je suis sénatrice, mais tu sais, avant ça, je suis une maman, je suis une amoureuse, je suis une cocum, une grand-mère, mais je suis aussi la fille d'Evelyne et j'ai besoin de comprendre.
Le gouvernement va mettre des commissions en place, là, puis pour moi, je le sais, elles sont importantes parce qu'elles nous permettent d'écrire des nouveaux chapitres. Mais on n'y met pas des processus de reddition de comptes. On vote pour des commissions, mais il faudrait qu'ils soient attachés à cette culture-là, cette reddition de comptes. On fait quoi après? Alors ça, pour moi, le projet de loi C-29 nous donne l'occasion de poser la première pôle du Chapetouane, la grande tente là, des Inuits, ou marquer un pas là, vers notre responsabilité collective. Si vous vous souvenez, je vous avais partagé dans mon discours inaugural que j'aimais ça perler. J'ai réalisé qu'au Sénat, ça va être plus difficile de parler parce qu'on travaille fort, mais il arrive parfois que je peux prendre quelques minutes. Mais ici, je vous demande de vous rappeler quand je vous ai dit, par moment, je vais déposer des perles dans votre chemin. Et que si vous êtes en mesure de les rassembler, puis de les prendre pour qu'on crée ensemble un projet de société juste, équitable, où chaque personne va être valorisée dans sa diversité, sa langue, sa culture, ses valeurs et son histoire, eh bien, j'en dépose plein de petites perles pour vous. Honorables sénateurs et sénatrices, alors pour moi, comme première expérience, bien, je vous dis merci d'avoir écouté, d'avoir accueilli certaines de mes vérités ou de ceux et celles que je porte dans mon cœur, et vos questions, vos commentaires ou le chemin que ce projet de loi va prendre, je suis convaincue que ça va être pour l'améliorer. Merci beaucoup. Thank you.